Bonjour et bienvenue à la 5e session portant sur les grands principes didactiques de l'enseignement primaire. Mais avant d'aborder la présente session, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues sur les activités en paire ou en sous-groupe que vous avez animées dans votre classe. Merci. Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 2. Nous abordons maintenant le vif du sujet de notre session. Nous allons commencer par une activité sur le grand principe d'enseignement au primaire qui comprend 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif est de définir le concept du principe d'enseignement. Le deuxième objectif est d'identifier le grand principe de l'enseignement et de l'apprentissage efficace au niveau primaire. Le troisième objectif est d'expliquer le grand principe d'enseignement et de l'apprentissage efficace au niveau primaire. Le quatrième objectif est de montrer l'importance d'utiliser le grand principe de l'enseignement et de l'apprentissage au niveau primaire. À présent, nous allons définir quelques concepts. Commençons par le principe didactique de l'enseignement, qui sont la règle d'action ou de condition basée sur de valeurs théoriques. En rapport avec le programme national de l'enseignement au primaire, il existe certains grands principes d'enseignement généralement utilisés au niveau primaire. Parlons en premier du principe d'intuition, qui est basé sur l'idée selon laquelle toutes les connaissances entrent par le sens. D'où l'enseignement doit être intuitif et concret. Pendant la leçon, l'enseignant doit tenter d'inclure des activités pour que l'apprenant puisse voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Passons à l'activité. L'activité indique ce que l'enfant fait ou trouve par lui-même est mieux appris, retenu et compris. D'où l'enseignement doit être actif pour favoriser l'apprentissage et l'appropriation des notions. L'apprenant doit agir, c'est-à-dire observer, réfléchir, manipuler, expérimenter et échanger. Parlons maintenant de la motivation ou l'intérêt qui soutient que tout acte coûte un effort, c'est-à-dire qu'afin de soutenir l'attention de l'apprenant, l'enseignant doit être intéressant et motivant. L'enseignement doit plaire aux apprenants, éveiller leur curiosité, leur lancer un défi, les attirer, les captiver, ainsi que répondre à leurs besoins. Abordons maintenant le principe de l'adaptation qui stipule que les apprenants diffèrent dans leur goût, leur style d'apprentissage et dans leur capacité de compréhension, d'où l'enseignement doit être adapté, c'est-à-dire que l'enseignant vérifie les degrés de maîtrise de ses apprenants et adapte son enseignement en conséquence. S'il constate que la plupart des apprenants ont maîtrisé la matière ou le concept, il passe à la prochaine leçon et il fait de la remédiation avec ceux qui éprouvent encore des difficultés. S'il constate que la moitié des apprenants ont maîtrisé la matière ou le concept, il fait des activités de révision et fait de la remédiation avec ceux qui éprouvent encore des difficultés. S'il constate que la plupart des apprenants n'ont pas maîtrisé la matière ou le concept, il reprend la matière ou le concept de manière différente pour assurer la maîtrise par la plupart des apprenants. Bref, un enseignement sur mesure ou le pédocentrisme. Un autre principe de l'enseignement, c'est la globalisation, qui est basée sur l'idée selon laquelle l'enseignant présente le tout avant de voir le parti. Et cette vision est influencée par la physionomie globale d'une chose, d'où l'enseignement doit partir du global. Par exemple, avant d'exploiter un texte en profondeur et de faire des exercices de vocabulaire, de compréhension, de phonétique et autres, l'enseignant va lire ou bien demander aux apprenants de lire le texte en entier afin d'avoir une idée globale du texte. Voyons aussi la coordination qui précise que les branches d'enseignement doivent avoir de liens étroits. D'où l'enseignement doit être coordonné. Par exemple, si l'enseignant anime une leçon sur le lieu géographique, il peut incorporer des activités de lecture et écriture qui visent les vocabulaires liés à cette leçon. Parlons ensuite de l'actualité qui soutient que l'enfant vit dans le présent, le passé est parfois nébuleux et il a la difficulté à envisager l'avenir. D'où dans l'enseignement, il faut exploiter l'actualité. Ainsi, tout événement important répond aux besoins spontanés de l'enfant à un moment donné et vaut la peine d'être exploité. C'est-à-dire qu'il faut saisir certaines occasions pour enseigner un concept. Par exemple, si une élection se prépare,
Vous pouvez en parler avec les apprenants et même faire des votes en classe. Abordons maintenant un autre principe qui est le contact social, qui veut qu'on tienne compte de relations entre enseignants et apprenants, l'apprenant et l'enseignant et les apprenants entre eux. Enfin, parlons de l'individualisation qui tient compte des besoins, des intérêts, du rythme de travail et du niveau intellectuel de chaque apprenant, car il n'existe pas deux apprenants identiques dans une salle de classe. L'enseignant adopte un enseignement différencié, c'est-à-dire que quand on exige trop d'un apprenant, rien n'avance, il n'apprend pas et on perd du temps. Il est mieux de différencier les attentes selon la capacité des apprenants. Par exemple, les apprenants qui ont des difficultés en écriture écrivent un mot pour compléter une phrase, tandis que ceux qui ont maîtrisé les compétences en écriture peuvent écrire une phrase ou deux. Regardons une petite vidéo qui récapitule les idées principales de grands principes de l'enseignement. Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 3. Afin d'établir un climat d'apprentissage efficace et durable dans sa classe, il est primordial de prendre en compte les 9 grands principes de l'enseignement, de les incorporer dans sa planification, l'organisation de sa classe et l'animation des leçons. Le principe d'intuition. Toutes les connaissances entrent par les sens. L'enseignant utilise des objets, des visites. Il se sert du monde concret pour que l'apprenant puisse voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Le principe de l'activité. Afin de favoriser l'apprentissage et l'appropriation des notions, l'apprenant doit agir, c'est-à-dire observer, réfléchir, manipuler, expérimenter, échanger. Le principe de la motivation. Il est parfois difficile de maintenir l'attention des apprenants et surtout de les engager dans leur apprentissage. Les activités de leçon doivent plaire aux apprenants, éveiller leur curiosité, lancer leurs défis, les attirer, les captiver, ainsi que répondre à leurs besoins. Le principe de l'adaptation. Les apprenants ne sont pas tous pareils. Ils n'assimilent pas tous les nouvelles notions en même temps. Certains sont plus rapides, d'autres plus lents. Certains sont plus forts en mathématiques, d'autres en lecture. Et il arrive même des fois où l'on enseigne une notion et on se rend compte que la plupart des apprenants n'ont pas compris. Il est donc important d'adapter son enseignement en conséquence. Selon le degré de compréhension des apprenants, s'il est bas, il faut retourner en arrière et réenseigner. S'il est à moitié, il faut réviser et offrir des activités de remédiation. Et s'il est élevé, on poursuit. Le principe de la globalisation. Certaines notions sont plus faciles à apprendre quand on commence par le tout, pour ensuite entrer dans les détails. Prenez l'exemple d'apprendre à conduire. Nous avons une bonne notion du tout, les voitures, les routes et quelques règles. Avant d'apprendre à conduire, nous avons voyagé dans une voiture ou un bus, alors nous avons une bonne notion du tout avant de rentrer dans les détails des pédales, du volant, etc. Le principe de la coordination. Coordonner les notions entre les matières sauve du temps, facilite l'enseignement et rend l'apprentissage plus efficace. Certains utilisent le terme « thème ». Cela veut dire que si l'enseignant enseigne un certain chapitre en histoire ou en géographie ou en sciences naturelles ou autres, il peut coordonner ses leçons de lecture et écriture avec ses autres matières en demandant aux apprenants de lire et produire des textes qui utilisent le même vocabulaire. Le principe de l'actualité. Tout événement intéressant répond aux besoins spontanés de l'enfant à un moment donné et vaut la peine d'être exploité. C'est-à-dire qu'il faut choisir certaines occasions pour enseigner un concept. Chaque jour, les apprenants arrivent en classe avec des anecdotes de ce qui se passe chez eux, dans la communauté et même dans le pays. L'enseignant qui saisit des opportunités pour dévier de sa planification assure un apprentissage pertinent qui restera longtemps ancré chez l'apprenant.
Le principe du contact social. Enseigner et apprendre sont des processus sociaux. La salle de classe est une micro-société où l'enseignant doit encourager les interactions entre l'enseignant et l'apprenant et l'enseignant, et les apprenants entre eux. Surtout en langue seconde, les apprenants ont besoin de pratiquer la nouvelle langue, prendre des risques en essayant de formuler des énoncés, échanger et poser des questions. Le principe de l'individualisation. Les relations doivent être respectueuses et les interactions nombreuses. Les besoins, les intérêts, le rythme de travail et le niveau intellectuel ne sont pas pareils d'un apprenant à un autre. C'est pourquoi il faut adopter un enseignement différencié. Pour les apprenants qui ont des difficultés, il faut diminuer le volume et la complexité de la tâche à accomplir. Ceci leur permet d'accomplir la tâche, de demeurer motivés car ils ont du succès. En tenant compte des grands principes de l'enseignement, l'enseignant assure que dans sa classe, il crée des conditions pour approfondir la compréhension, améliorer l'apprentissage, développer les compétences et ancrer chez l'enfant les nouvelles connaissances, habiletés et attitudes. Merci. Module 7, session 5, chapitre 4. Nous avons identifié et expliqué le grand principe de l'enseignement et de l'apprentissage efficace au niveau primaire. Il est important de les noter et de les incorporer dans sa planification car il aide à approfondir la compréhension, à améliorer l'apprentissage, à développer les compétences et à ancrer chez l'enfant les nouvelles connaissances, habilités et attitudes. Il est bien évident que pas tous ces grands principes sont présents dans chaque leçon. Par contre, il est important de faire de son mieux pour les incorporer dans son enseignement. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 30 minutes pour y répondre. Parmi les principes d'enseignement que vous avez identifiés, choisissez 3 principes d'enseignement qui sont le plus importants pour vous dans votre enseignement et expliquez pourquoi. Puis pour chacun de ces principes, donnez un exemple de comment vous pourriez l'appliquer dans votre classe. Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 5. Passons à la deuxième activité intitulée « Les démarches représentatives des leçons à l'école primaire », première partie. Cette activité comporte 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif est de définir les concepts de la démarche d'une leçon et de la démarche représentative d'une leçon. Le deuxième objectif est d'identifier les démarches représentatives qui peuvent s'adapter à un ensemble de leçons en fonction des contenus matières. Le troisième objectif est d'expliquer chaque démarche représentative. À présent, nous allons définir quelques concepts. Commençons par la démarche d'une leçon, qui est la voie ou la direction générale suivie au cours d'une leçon. En d'autres termes, c'est la progression pédagogique. La démarche représentative constitue les étapes spécifiques d'une leçon qui la différencie des autres. Mais avant d'examiner de plus près les démarches représentatives, il est important de retenir le principe de base du déroulement de leçons efficaces au niveau primaire. Selon les plus récentes recherches en éducation, les enseignants se doivent de retenir le concept de « je fais »,« nous faisons »,« vous faites ». Ceci veut dire que dans toute leçon efficace, l'enseignant suit 3 étapes cruciales. Premièrement, il démontre ou explique « je fais ». Ensuite, toute la classe, ensemble avec l'enseignant, pratique « nous faisons ». Et enfin, les apprenants appliquent leurs nouveaux acquis en groupe ou individuellement « vous faites ». Ce concept aide dans la conduite des leçons, que ce soit en mathématiques, en sciences ou en français. Que ce soit des petites classes ou des grandes parmi les jeunes ou les plus grands. Autour de cette démarche commune s'ajoute avant tout la révision ou les prérequis et à la toute fin, l'évaluation ou réflexion. Nous abordons dans cette première partie les démarches représentatives de quelques leçons. Commençons par la leçon intuitive qui porte essentiellement sur l'objet observé. Elle met donc les apprenants en contact direct avec l'être ou l'objet envisagé par la leçon.
Sa démarche est la suivante. 1. Faire des activités initiales. Dans ces activités, l'enseignant doit faire la révision ou prérequis qui est un rappel des notions déjà connues, propre à faire le lien avec la notion nouvelle. Il y a aussi la motivation qui consiste à utiliser les intuitions, hypothèses ou questions en vue d'intéresser les apprenants à la leçon et les pousser à découvrir le sujet du jour. Ensuite, l'enseignant fait les activités principales. Dans ces activités, nous avons l'analyse qui consiste à amener les apprenants à observer librement l'objet présenté. Cette partie de la leçon est la démonstration. L'enseignant montre aux apprenants comment observer, quelles questions se posent-on quand on observe, quelles caractéristiques voulons-nous dégager, et ainsi de suite. C'est la partie de la démarche que nous associons avec le terme « je fais ». Ensuite, il y a la pratique. Toujours devant l'arbre, l'enseignant demande aux apprenants qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question pour ressortir les caractéristiques de cet arbre. Il leur rappelle de penser à leurs 5 sens pour formuler les questions. Ensemble, les apprenants formulent des questions. C'est la partie de la démarche que nous associons avec le terme « nous faisons ». Puis, il y a l'observation libre par les apprenants qui est en sorte l'application. C'est là où les apprenants pratiquent comment observer, comment utiliser leurs sens pour dégager les caractéristiques. C'est la partie que nous associons avec le terme « vous faites ». Maintenant, parlons d'une autre étape de cette leçon qui est la synthèse. La synthèse consiste à dégager l'essentiel de la matière et confectionner le résumé. Pour les plus petits du premier degré, l'enseignant le fait lire par les apprenants. Pour les apprenants plus âgés, au deuxième et troisième degré, ils écrivent ou rédigent un texte sur leur observation. La dernière partie de la leçon, intuitive, c'est les activités de fixation et de contrôle. Dans ces activités, il s'agit soit de poser des questions de contrôle, soit de donner un travail pratique, tel qu'une réflexion sur ce qu'ils ont appris sur comment on observe un fruit. Pour les petits, ceci pourrait être sous forme de dessin illustrant un fruit et les 5 sens. Pour les plus âgés, ceci pourrait être sous forme de paragraphe. Prenez 10 minutes pour échanger avec un collègue sur la question suivante. Quelle leçon pourrais-je faire dans ma classe suivant la démarche de la leçon intuitive? Merci. Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 6. Abordons maintenant la leçon inducto-déductive qui porte essentiellement sur l'enseignement d'un principe, d'une règle, d'une proposition universelle. Sa démarche est la suivante. 1. Activité initiale. Dans ces activités, nous avons la révision ou les prérequis, qui est un rappel de la règle ou du principe qui constitue la base de la nouvelle matière. Par exemple, les pluriels de noms en français. Il y a également la motivation qui consiste à poser des questions pour intéresser les apprenants à la leçon et les amener à la découverte du sujet du jour. Ensuite, l'enseignant anime les activités principales. Dans ces activités, il y a l'analyse qui comprend l'observation ou l'examen de quelques exemples types, la mise en relief de ce qui fait l'objet de la leçon et la comparaison. Cette partie de la leçon est la démonstration. L'enseignant utilise des exemples qui permettent aux apprenants d'en tirer des généralités, règles ou points communs. C'est la partie de la démarche que nous associons avec le terme « je fais ». Ensuite, il y a la pratique. Toujours au tableau, l'enseignant demande aux apprenants comment on pourrait formuler les pluriels de mots canal, mal, décimal, musical et ainsi de suite. Ensemble, l'enseignant et les apprenants forment le pluriel de ces mots. C'est la partie de la démarche que nous associons avec le terme « nous faisons ». Puis il y a les exercices individuels qui sont en sorte l'application. C'est là où les apprenants appliquent la règle qu'ils viennent d'apprendre. Ils mettent quelques mots au pluriel et la classe corrige ensemble. C'est la partie que nous associons avec le terme « vous faites ». Il y a également la synthèse qui consiste à formuler dans leurs propres mots la règle ou le principe. C'est-à-dire, en étant à tous les cas semblables, la règle constatée dans le cas observé, et on ajoute des exceptions s'il y en a. Cette synthèse est le moment propice pour créer une affiche de classe qui servira de support aux apprenants. Finalement,
Il y a les activités de contrôle et de fixation. Dans ces activités, il est question d'appliquer la règle au cas simple, de rechercher des cas similaires, de proposer d'autres cas et d'en faire de nombreuses répétitions. En langue congolaise et en français, ceci serait sous forme d'appliquer la règle dans leurs écrits. En mathématiques, ceci serait sous forme d'appliquer la règle dans les opérations, en géométrie ou mesure. Prenez 10 minutes pour échanger avec un collègue sur la question suivante. Quelle leçon pourrais-je faire dans ma classe en suivant la démarche de la leçon inducto-déductive? Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 7. Nous venons de terminer notre session sur les grands principes didactiques de l'enseignement primaire et les démarches à suivre lors d'une leçon. Nous avons vu de plus près la démarche représentative d'une leçon intuitive et d'une leçon inducto-déductive. Pour vous assurer d'avoir bien compris la matière, prenez 10 minutes pour répondre à la question suivante. Expliquez les étapes à suivre dans une leçon efficace. Bienvenue au module 7, session 5, chapitre 8. Nous vous félicitons et vous remercions pour l'attention soutenue que vous avez accordée à cette session.